Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler du récent discours d'Emmanuel Macron et sur son, pour rappeler un peu le ton et le fond et la forme dans lequel il a été prononcé. Je sais que ce discours a été largement commenté en Afrique comme en France d'ailleurs et un peu à travers le monde. Nous allons parler des soubassements de ce discours et euh, de certaines choses que cache aussi ce discours. Bon, tout d'abord, euh, avant de parler du discours proprement dit, il faut rappeler une chose, c'est que sur le ton du discours, c'est-à-dire le ton condescendant ou l'arrogance qui en constitue un peu la forme, cela ne date pas de ce discours. Donc, rappelez-vous déjà en 2017 et le discours de Nicolas Sarkozy à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Dans ce discours déjà, Sarkozy avait euh, dit des mots assez durs à l'égard de l'Afrique en disant que le malheur de l'Afrique, c'était que elle n'est pas assez entrée dans l'histoire. Et pour moi, c'était là une façon d'insulter aussi les Africains, surtout vu le symbolisme du lieu dans lequel ce discours a été prononcé. Rappelez-vous que l'Université de Dakar porte le nom de Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire l'un des plus illustres historiens d'Afrique, celui-là même qui a, on pourrait le dire, presque réussi à replacer l'Afrique au centre de l'histoire de l'humanité. Et donc, dire que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire, dans ce temple du savoir qui porte le nom de Cheikh Anta Diop, c'était comme on peut déconstruire son œuvre et ensuite donc nous ramener donc à la case départ. Donc c'était ça. Mais pourtant, on pourrait simplement répondre à Sarkozy alors que non, le malheur de l'Afrique, c'était justement d'avoir, d'être entré en contact avec la France. Mais, et voilà donc, on a continué jusqu'à Macron pour continuer d'entendre des discours assez arrogants et condescendants de ce genre. Mais pour moi, cette arrogance prend sa source dans le fait que, du point de vue des dirigeants des anciens, des colons, pas des anciens, mais surtout des colons, euh, l'Afrique est toujours colonisée. C'est ça dans leur tête. Et nous sommes toujours inférieurs. Mais le fait est que même la France elle-même est contrôlée. Cela se voit dans la façon dont les politiques gèrent l'État. La France est contrôlée par qui? Alors c'est là que je voudrais ramener au discours d'investiture de François Hollande. Dans son discours d'investiture, François Hollande disait que son plus grand combat, c'était le combat contre le milieu de la haute finance. Parce qu'il considérait que ce milieu est celui-là qui contrôle les affaires et qui pourrit la situation des citoyens. Mais je pense qu'il y avait une certaine part de vérité dans ce qu'il disait. Même la France est contrôlée par ces grands argentiers. Et plus tard, vers 2015-2016, j'ai regardé une interview d'un de ces financiers, d'un banquier de la haute finance, qui disait sous anonymat, son image était brouillée, mais disait que ils ont pris François Hollande dans une certaine situation assez délicate. C'est que s'il ne euh, satisfait pas leurs exigences, ils vont lui mettre le peuple français dans le dos et il n'aura pas ou il n'aurait pas de second mandat. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais en tout cas, l'histoire dira que François Hollande n'avait pas eu de second mandat. Quoi qu'il en soit, moi je considère que ce sont ces argentiers tapis dans l'ombre
qui tire les ficelles, qui contrôle encore les choses, qui contrôle, y compris la France. On peut considérer que Macron lui-même a été mis à la tête de la France par certaines puissances occultes, surtout des puissances financières. Alors, il considère que nous sommes toujours des esclaves et qu'ils nous contrôlent. Nous sommes des propriétés. C'est cela. Étant donné d'ailleurs que jusqu'à présent, nous savons tous, ils contrôlent notre économie à travers notre monnaie qu'ils détiennent entre leurs mains. Pourquoi nous considèrent-ils toujours comme des possessions des esclaves? Remontons donc comment dirais-je, à l'époque de la traite négrière. Vous voyez, c'est là que tout a commencé. Donc il y a eu la traite négrière, donc ce commerce funeste qui n'a duré que trop longtemps, jusqu'au point où parmi eux-mêmes, les négriers, il y a eu des voix qui se sont élevées. Donc dans cette clameur, il a fallu donc redresser le tir et on peut, pour dire, changer de peau et donc essayer de se réorganiser. Et c'est là, c'est ce mot se réorganiser que j'allais dire qui était caché dans le discours de Macron, mais on y reviendra tout à l'heure. Cette réorganisation n'a pas commencé aujourd'hui même où Macron en parle, ça a commencé alors, lors de la traite négrière. Donc Macron, après la clameur qui consistait à dire que ce commerce funeste qu'était l'esclavage ou la traite négrière ne pouvait prospérer, ne pouvait continuer, qui a eu donc cette réorganisation où le colon a dit, bon d'accord, on abandonne la traite négrière et maintenant on va plutôt se réorganiser, on va aller dans une mission qui est plus humaine, une mission de civilisation, une mission d'évangélisation, pour porter un masque humain. C'était juste toujours l'esclavage, mais sous un masque humain. C'est d'ailleurs ce qui pourrait expliquer que certains pontifes l'avaient même béni à l'époque. Donc, ils sont allés donc à l'esclavage, ils ont repris l'esclavage sous ce nom de colonisation, mais c'est ce que j'appelle moi l'esclavage in situ, c'est-à-dire l'esclavage qui se pratique au lieu même où habitent les esclaves. Nous étions dans des plantations chez nous. Vous voyez, donc le colon a eu cette idée géniale où il diminue ses dépenses. Il n'y a plus des cargaisons d'esclaves qu'on transporte à travers l'Atlantique où il y avait beaucoup de pertes. Et souvent même, il y a eu des révoltes dans ces navires, dans ces négriers où ils ont eu à perdre des membres d'équipage. Donc il n'y avait plus tout cela. Ils nous contrôlent chez nous, nous exploitent chez nous et profitent. Donc nos terres, nos ressources et même nous-mêmes, leurs appartements. Donc c'était cela la réorganisation, la première réorganisation. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, après que l'homme blanc a été totalement démystifié, il n'est pas un immortel, il n'est pas un surhomme, donc il a été totalement démystifié, lui qui se cachait derrière les tirailleurs lors des guerres auxquelles il a participé donc ce colon, la France pour nous. Donc on a réclamé notre indépendance vis-à-vis de ce colon pour retrouver nous-mêmes et mener nos affaires selon notre propre vouloir, prendre notre destin en main. Et là encore, il y a eu donc cette deuxième réorganisation. Le colon nous dit, bon d'accord, vous êtes indépendant, mais nous voulons quand même que vous signiez quelques accords de coopération et petit patata. C'est ce qui s'est passé. Alors, on a signé ces accords de coopération et le colon a continué, l'esclavage a continué sous une forme un peu plus pernicieuse qu'on a appelée le néocolonialisme ou la France-Afrique.
qui a continué jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est la troisième vague. On peut dire même jamais 203. Mais donc voilà la troisième vague où nous demandons maintenant que ces accords prennent fin et que vraiment, véritablement, nous retrouvons notre véritable souveraineté. Parce que nous avons été indépendants depuis 60 ans ou plus, mais nous ne nous sentons pas véritablement maîtres de notre destin et de nos économies. Donc nous ne sommes pas véritablement indépendants. Ce qui est le cas. Alors là encore, il nous parle de réorganisation. C'est ce que Sarkozy ce que plutôt Macron a dit. Nous ne partons pas d'Afrique. Non, on ne nous a pas sachet d'Afrique. Nous sommes en train de nous réorganiser. Et là, le capitaine Traoré a bien vu, en nous parlant de cette réorganisation, comment elle va se passer. Et je crois qu'il a raison en disant qu'ils seront là, mais ils seront invisibles. C'est comme on pourrait parler de l'analogie de la technologie. Hein? D'abord, rudimentaire, rustique, comme la traite négrière, rugueuse et violente, barbare, comme dit Sarkozy. Ensuite, la technologie a avancé pour, on peut être plus poli et plus raffiné. Et aussi, comme la colonisation qui a été, on peut rafistoler et on peut, comment dirais-je, réorganiser pour être plus acceptable aux yeux des gens à chaque époque. Donc, à chaque fois, ils se sont réorganisés. Aujourd'hui, comme la technologie qui est devenue un peu plus vicieuse et plus raffinée, avec, elle est devenue presque invisible, donc sans fil et avec des cloud computing et presque même au point même de quantum computing. Aujourd'hui, les colons vont se réorganiser pour aussi être invisibles. Ils seront là, mais tout en étant invisibles. Et c'est ça la quatrième réorganisation, si vous voulez, ou troisième, je ne sais plus. Mais ils seront là et ils vont se réorganiser pour être parmi nous et défendre leurs intérêts, comme toujours, d'une façon encore beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus pernicieuse, mais avec des effets tout autant, sinon plus pervers que jamais. Et pour cela, on peut replier sur des pays anglophones, voire lusophones, tels que le Ghana, ils se voulaient, mais heureusement qu'il y a eu Dramani qui arrive et on espère qu'il sera un peu plus panafricain que Akufo-Addo, qui allait allègrement à Paris pour recevoir des décorations. Et on a vu avec aussi le président du Nigeria qui va à Paris, aussi des accolades avec Macron. On a vu la même chose avec William Ruto du Kenya. Donc la France essaie d'aller vers d'autres pays avec lesquels elle n'a pas une histoire toxique pour peut-être nous essayer de nous contrôler et de nous mettre les bâtons dans les roues de différentes manières. Peut-être même, pourquoi pas, en usant, comme je disais, la technologie comme je disais tout à l'heure dans l'analogie, mais en utilisant des moyens beaucoup plus pervers pour essayer de se venger de nous, cette France rancunière, revancharde, qui parle aujourd'hui comment dirais-je, d'ingratitude, alors que c'est elle la véritable ingrate, celle-là qui nous a exploités depuis des siècles, mais qui n'en a toujours pas assez et qui veut continuer de nous exproprier, de nous exploiter. Donc c'est elle la véritable ingrate dans tout ça. Mais oui, elle va se réorganiser encore une autre fois pour rester chez nous. Mais moi, personnellement, je n'avais pas demandé à ce que la France parte. Parte entièrement. Ce n'est pas ce que beaucoup d'Africains ont demandé, mais qu'elle ne soit plus, que nous ne soyons plus son précaré, et on dirait que nous lui appartenons, mais que que nos rapports soient plus plus sains et plus équitables, comme le dit aussi le président Faye du Sénégal, des rapports gagnant-gagnant. C'est ce qu'on demandait, pas qu'elle parte entièrement et simplement. Mais oui, elle nous dit, je ne pars pas, mais je me réorganise et je suis sûr que cette réorganisation sera, comme toujours, diabolique.
À très bientôt.